bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être connectés pour le dernier 30 Minutes Sweep avant la période estivale. Nous reprendrons. Alors, j'entends déjà quelques bruits de fond. Donc, ce serait formidable si tout le monde pouvait se mettre en mute maintenant. Alors, notamment la personne dont le nom s'affiche. Merci beaucoup, Emma. Formidable. Alors, une règle de ce 30 Minutes Sweep qu'on rappelle toujours au début, c'est que vous avez l'occasion de poser des questions. Donc, posez-les dans le chat et nous les poserons directement donc, à notre invitée, Madame Anne-Marie Drac, au terme de son échange avec Monsieur Michel de Fabiani. Et pour commencer, Madame Françoise Roche, donc présidente du Cross Channel Institute, pour l'introduction. Oui, bien, merci Diane. Bonjour à tous pour cette nouvelle session 30 Minutes Swiss du Cross Channel Institute, dont le thème est aujourd'hui entre économie, emploi, énergie, quels enjeux pour le transport en 2022 et année suivante. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir, je dirais, la grande spécialiste du transport de ce secteur. Je veux parler de Madame le ministre Anne-Marie Drac. Anne-Marie Drac est diplômée en droit, diplômée de Sciences Po et de l'ENA. Elle a un parcours absolument prestigieux, secrétaire d'État au transport de 1995 à 1997, portefeuille qui est aujourd'hui confié à Monsieur Clément Beaune, que nous avions eu dans le 30 Minutes Squeeze au cours de l'année 2020. Elle a été députée de 1997 à 2002. Puis, madame, vous avez été présidente de la RATP, ensuite de la SNCF. Vous avez été secrétaire d'État du mois de mars 2008 au 13 novembre 2010, chargée du commerce extérieur auprès de la ministre de l'économie et de l'industrie de l'époque et de l'emploi, madame Lagarde, dans le gouvernement Fillon. Vous êtes depuis 2011 administrateur de société, consultante, et notamment à ce titre, vous assurez la présidente de France Logistique, qui regroupe et coordonne l'ensemble des acteurs privés de la filière logistique en France. Le Cross Channel Institute, dont la dernière publication sectorielle était consacrée au transport, qui est le premier secteur d'échange entre le Royaume-Uni et la France, secteur qui a été très perturbé par la mise en œuvre du Brexit et également par la pandémie, ne pouvait que souhaiter obtenir de votre part votre vision des enjeux et des bonnes pratiques pour des transports et une logistique durable et vertueux, ainsi que dans le contexte actuel des relations franco-britanniques et je dirais plus globalement. C'est donc que votre ami Michel de Fabiani, membre du conseil d'administration de la Chambre franco-britannique, ancien président de BP Europe, l'énergie, qui a préparé un certain nombre de questions qu'il va vous soumettre et je vais lui laisser la parole, sachant que la session sera modérée par Diane. À vous, Michel. À toi, Michel. Bonjour. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Madame la ministre, chère amie, nous allons parcourir avec quelques questions l'ensemble des secteurs du transport. Le seul que nous n'invoquerons pas aujourd'hui, c'est le transport spatial, qui est quand même très particulier. Bon, alors revenons sur Terre, j'allais dire. La première question concerne le transport routier. Bon, en 2021, on se souvient de la pénurie de chauffeurs routiers au Royaume-Uni et des conséquences néfastes sur l'économie britannique et la vie quotidienne des Britanniques d'ailleurs. Cette pénurie s'observe également en France et la pyramide des âges étant largement défavorable dans le secteur des transports. C'est probablement un des secteurs les plus marqués par la pyramide des âges. Et pourtant, ce secteur transport et logistique crée environ 30 000 emplois par an. Alors, comment, à votre avis, rendre ce secteur plus attractif pour tous? Bonjour à tous et merci de votre invitation et merci à toi, cher Michel.
Alors, sur le transport routier, il faut peut-être d'abord rappeler que le transport routier représente 90% environ du transport de marchandises et que dans les rêves les plus fous de développement du ferroviaire et de la voie d'eau, ça représenterait encore 75 ou 80%. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que le transport routier, c'est-à-dire en fait les camions, représente l'essentiel, enfin une très 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 forte majorité du transport de marchandises et que ça restera le cas même si on réussit à doubler le ferroviaire. Bon. Et donc, parmi les sujets qui se présentent sur ce secteur, il y a effectivement, comme tu l'as dit, Michel, la question de l'emploi. C'est vrai que ces métiers font partie de ce qu'on appelle les métiers en tension, et c'est pas simplement le cas en Grande-Bretagne, en pays de l'Est, en particulier en Pologne. Dans ces pays aussi, il se pose un double souci, un souci de pyramide des âges, comme tu l'as dit, Michel, et aussi un souci de manque d'attractivité de ces métiers, en particulier en ce qui concerne la partie longue distance. Manque d'attractivité de ces métiers ou du point de vue de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Alors, on essaie de travailler sur l'attractivité des métiers. Il y a plusieurs niveaux. Comme tu l'as dit, ce sont des métiers qui recrutent même beaucoup. Donc, il y a des niveaux de conditions de travail, donc à la fois la pénibilité, stricto sensu, mais aussi l'organisation du travail. Et je reviendrai après sur les liens entre écologie et travail. Il y a beaucoup de sujets d'insertion des jeunes de tout milieu, de tout secteur, parce que ce sont des métiers dans lesquels on peut progresser et avoir de la formation interne ou de la formation professionnelle du secteur. Il y a des sujets de féminisation, comme dans beaucoup de secteurs. Et puis, il ne faut pas se le cacher, évidemment, des sujets de rémunération en concurrence avec d'autres secteurs qui, en fait, tous ont du mal à recruter. Je dirais, il y a beaucoup de secteurs en général, mais dans tous les secteurs du transport, on a du mal à recruter. Aujourd'hui, les aéroports sont largement en difficulté parce qu'ils n'ont pas réussi à recruter du personnel au sol. On a du mal à recruter des conducteurs de train, des conducteurs d'autobus. Enfin, bref. Voilà. Donc, c'est l'un des sujets importants. Mais pourquoi est-ce que je fais le lien avec l'écologie? C'est parce que, comme progressivement, en tout cas pour les camions en ville, on va aller vers l'électrification. Ça va pas mal changer les temps de travail parce qu'il faudra les organiser, les articuler avec les temps de recharge. Si un jour, d'ici 10 ou 20 ans, il y a des camions électriques pour la longue distance, comme ils pourront pas faire plus que quelques centaines de kilomètres avant des recharges longues, ça va aussi changer les conditions de travail. Bref, les gens ont posé ce point en premier parce qu'il est tout à fait crucial. La même question se pose pour ce qui est complètement lié au transport, qui sont les entrepôts, parce qu'évidemment, en tout cas pour les marchandises, c'est complètement lié dans la chaîne, entrepôt et transport. Et là aussi, il y a certaines difficultés à recruter certains types de personnel. Et en particulier, là, les questions, c'est le travail de week-end. Parce qu'évidemment, pour que vous ayez vos magasins achalandés lundi, ou les hôpitaux, ou les restaurants, etc., il faut travailler le week-end dans ces entrepôts et ce sont des conditions de travail qui aujourd'hui conviennent moins bien à la façon dont les jeunes en particulier conçoivent leur existence. Bien, j'en profite pour rappeler le récent rapport que tu as piloté et qui concernait notamment les aspects locaux et le lien logistique transport, mais on va y revenir quand on parlera du rail-route. Le deuxième secteur qui vient à l'esprit, évidemment, c'est le transport aérien et maritime qui concerne des grandes quantités, soit de passagers, soit de fret. Alors, l'attractivité du secteur transport aérien et maritime passe aussi, notamment pour les jeunes générations,
par la place qu'il accordera à la transition environnementale. C'est un sujet majeur pour ces secteurs-là. Mais on peut se poser la question, comment décarboner le transport, qui est un but noble, sans sacrifier l'exigence de sécurité d'approvisionnement et d'efficacité d'approvisionnement que l'aérien et le maritime représentent notamment. Alors, bon, d'abord, je ne ferai pas d'opposition je ferai guère de différence entre tous les modes de transport, puisque tous sont concernés, à la fois par ce que tu viens de dire, c'est-à-dire sécurité d'approvisionnement, efficacité et transition écologique. En fait, c'est le sujet. Au point d'ailleurs que certains viennent oublier l'utilité des transports. Il y a beaucoup de rapports, de think tanks, etc., qui parlent tellement de décarboner qu'on finit par se dire, finalement, peut-être que ces gens-là ont en tête d'arrêter de transporter qui que ce soit ou quoi que ce soit, ce qui évidemment est totalement impossible. Quoi qu'il en soit, en commençant d'abord par l'aérien, donc l'aérien a comme levier de décarbonation. Le premier, le plus important, c'est le renouvellement des flottes. Et c'est pour ça qu'Air France-KLM est bien placé, puisque comme sa flotte était assez ancienne, elle peut se permettre d'acheter des avions nouveaux aux dernières normes. Le deuxième levier, c'est ce qu'on appelle SAF, Sustainable Air Fuel, qui sera progressivement incorporé et produit à partir essentiellement de bio. Le problème qui se présente, c'est qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Les compagnies aériennes vont voir leurs coûts beaucoup augmenter du fait de la rareté de ces carburants durables. Et puis les troisièmes leviers, ils sont dans toutes les actions, la réduction du poids, l'utilisation de tracteurs électriques sur les tarmacs, quelque chose opérationnel. Pour les bateaux, là, donc ça fait des années et des années qu'il y a eu des mesures de réduction de la vitesse. Alors, tu me diras, actuellement, il y a la réduction de la vitesse, elle est assurée autrement, en particulier par le blocage des ports chinois, qui fait qu'il y a des containers qui ne seront débloqués que dans des mois. Mais sinon, ce sont aussi des évolutions des carburants sur lesquelles le transport maritime compte beaucoup. En ce qui concerne le transport routier, toujours sur ces histoires écologiques, encore une fois, c'est le point commun de toutes les préoccupations des transports en ce moment. Donc, sur ces sujets-là, sur les transports routiers les petits, je veux dire les camionnettes, grosso modo, on voit, mais c'est pas simplement en France, c'est dans toute l'Union, je sais pas ce qu'il en est en Angleterre maintenant, dans toute l'Union, on voit que sur les petites camionnettes, grosso modo, on va faire comme pour les voitures électrifiées. Le sujet, c'est qu'il en soit produit assez. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas assez de production de camionnettes électriques. Et encore plus important, le sujet, c'est qu'il y ait des prises ou des bornes pour recharger ces véhicules. Bon, ça, c'est pour les petits véhicules en ville. Effectivement, Michel a évoqué un rapport que j'ai fait l'année dernière sur la logistique urbaine durable. Mais pour les camions qui font de la plus longue distance, on ne sait pas. Aujourd'hui, certains parlent de l'hydrogène. Bon, aujourd'hui, un camion à hydrogène, il vaut 6 fois plus qu'un camion normal. Et puis surtout, il n'y en a pas. Bon, il n'y en a pas, on est au stade de prototype. Quand on a un constructeur qui dit j'en ai mis 5 sur le marché, tout le monde crie hurrah, hurrah. Bon. En France, les immatriculations, c'est 50 000 par an. Donc, évidemment, on est quand même loin du but. Les constructeurs et les transporteurs semblent croire beaucoup dans les différentes formes de gaz, mais là aussi avec une concurrence dans l'accès à ces produits. Donc, qui bénéficiera en premier des capacités de production et d'alimentation en gaz. Voilà. Ça, c'est la partie moteur de la réduction des émissions. Mais
ça ne fait pas entièrement le tour du sujet écologique, puisqu'il y a au moins deux autres leviers. D'abord, réduire les distances. Évidemment, quand les entrepôts sont loin des lieux de consommation, ben, ça fait plus de transport, donc c'est plus de consommation de diesel puisqu'ils sont diesel. Bon. Et l'autre levier, c'est ce qu'on appelle souvent la massification, donc le rail et les autres formes de massification. Alors, sur le rail, aujourd'hui, le rail, c'est en France, c'est 8% du marché du transport de marchandises, donc c'est quand même pas beaucoup. Bon, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un rêve de doubler. Bon, mais même si on double, donc ça restera le camion. Le souci qu'on a en France pour développer le morceau ferroviaire du fret, bon, c'est pas seulement que ce n'est qu'un morceau. Bon, on ne verra pas un train sur le parking d'un supermarché. Bon, hypermarché. Mais indépendamment même de ça, c'est le fait qu'en France, il n'y a pas de place pour les trains de fret sur le réseau. Dans la journée, c'est les trains de voyageurs et la nuit, c'est les travaux. Puisque il y a besoin de beaucoup de travaux, le réseau ayant été très, très abîmé par les ans. Donc, on a pas perdu très ta pratique, dernière c'est pas phrase. très fiable. On a perdu ta dernière phrase là. Voilà. Donc, donc, c'est pas très pratique et il y a pas mal de contraintes de développement, en particulier dues à l'état du réseau, en tout cas en France. Mais bien entendu, gagner sur le ferroviaire, bon à prendre. À la limite, je suis presque plus confiante dans les capacités de développement du fleuve et des canaux du fleuve, parce qu'il y a pas mal de possibilités d'utiliser le fleuve. Voilà. Mais pour revenir au rail et à la route, enfin, ce qu'on appelle le rail-route, c'est un problème qui est quand même au cœur des préoccupations des gens, parce que les mobilités locales et transfrontières sont très importantes dans certaines régions ou dans certaines villes, campagnes, et puis ville, puisque maintenant on travaille d'une ville à une autre, et on travaille aussi d'un pays à un autre, par exemple entre France et Allemagne, c'est très clair, ou France et Suisse. Et dans ces cas-là, comment tu vois les solutions locales? C'est un mélange de solutions ou bien un mode de transport va l'emporter sur les autres? Alors, si on parle des transports de personnes maintenant, comme le suggère ta question, ce qui est frappant ces derniers mois, de manière très, très rapide, à l'intérieur des villes, et même un petit peu en périphérie des villes, c'est le développement du vélo. Alors, honnêtement, moi, je ne croyais pas. Hein. Je croyais que ça allait rester un truc marginal fait pour les Hollandais. Voilà. Bon. Ça a l'air de commencer à progresser. Alors, là aussi, on est sur des petits propos. La ville où il y a le plus de vélos en France, donc c'est Strasbourg, et c'est 4% de la part de marché. Donc, c'est quand même pas énorme. Hein. Enfin, bon, c'est toujours ça de prix, je dirais. Il y a une très, très grande différence entre les villes et puis dès qu'on est dans la périphérie. Beaucoup de villes sont équipées soit dans des modes lourds, des métros, des tramways ou des réseaux d'autobus efficients. Bon, à Paris, par exemple, c'est pas la peine d'avoir sa voiture. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui ont des voitures tellement le réseau est dense, etc., etc. Dès qu'on sort des villes, ça devient très difficile. Et là, écologique, c'est vraiment le développement de systèmes de bus ou dans certains cas de transport métro dans les périphéries des villes, dans les banlieues. Donc prisonnier, pas bon pour la planète, c'est pas bon
pour le porte-monnaie et le secteur d'inégalité sociale. Globalement, comme tu l'as dit, Michel, il n'y a pas de solution magique. On est forcément sur des mix de solutions. Ça dépend de la configuration des lieux, ça dépend des choix politiques aussi des différents élus. Par exemple, en France, il n'y a pas de péage urbain. Il y avait pensé à un moment d'en mettre dans la loi et puis le gouvernement à reculer sur ce point. Bon, c'est pas le cas d'autres pays. Et j'ai beaucoup étudié, bien sûr, le système du transport du péage urbain de Londres. S'il y en avait d'ailleurs en France, ça ne serait pas le même qu'à Londres, où c'est assez concentré et assez cher. Nous, dans les villes qui y pensent, on serait plutôt sur le périmètre plus large et pas cher du tout, juste pour et pour donner un peu d'argent aux collectivités, voilà. Mais on est évidemment sur des modèles très multiples, multimodaux. Comme on dit, d'où la très très grande importance des gares, des lieux de connexion. Par exemple, aujourd'hui, un des grands enjeux dans les gares, c'est de faire des parkings à vélo. Pour que les gens puissent venir en vélo et ensuite prendre leur train. De même pour les marchandises, un des grands enjeux, c'est de faire des endroits où les camions puissent venir récupérer les marchandises qui auront été partiellement faites par le train. Donc, multi-solutions, en effet, Michel, comme tu le disais. Une question, bien sûr, sur la France-UK, comme Françoise Roche l'a rappelé. Le transport représente le premier secteur d'échange entre la France et la Grande-Bretagne. Et on ne peut pas ne pas évoquer Eurotunnel, l'Eurostar et les ferries. Que penses-tu de cette situation? Est-ce que ça va renforcer? Comment la renforcer? Évidemment, Eurotunnel, Jetlink, et les trains qui y passent, bon, c'est absolument formidable. Enfin, je viens de venir récemment là, de prendre. Bon, c'est sûr que c'est extrêmement commode. Et puis arrivé à Londres, bon, les liaisons avec le métro, etc. sont assez pratiques, ce qui n'est pas vraiment le cas à Paris. La gare du Nord n'est pas d'un accès génial. De même sur les marchandises, par exemple, entre la France et UK pour des transports de voitures. Je crois 1 ou 2 fois par semaine, bon, c'est très très bien. Et bien entendu, qu'il continue à y avoir de la concurrence avec les bateaux et les ferries et qu'il y ait de la concurrence entre ces ferries, c'est très bien. Bon, il y a quelques compagnies françaises qui commencent à regarder la possibilité de faire des liaisons directes avec l'Irlande. Là aussi, c'est en raison du Brexit et des problèmes de frontières. Ce qui me paraît très intéressant à voir, c'est que comme il y a une frontière, bon, on ne peut pas dire que ça me fasse plaisir, mais enfin bon, vous avez voulu une frontière, bon, comme il y a une frontière, ça crée nécessairement des besoins d'entrepôts pour faire le dédouanement, compliance et tout ça, bon. Et donc, on voit qu'il y a des logisticiens qui développent juste des deux côtés les capacités de stockage ou d'entreposage ou de groupage. Parce que, par exemple, c'est plus simple d'obtenir un dédouanement quand c'est groupé que quand c'est une séparation de choses à livrer dont il faut dédouaner chacun des éléments. Donc, pour regrouper, c'est bon pour l'écologie. Je disais tout à l'heure, c'est la mutualisation. Et puis, donc, il faut aussi des lieux pour toutes ces opérations malheureusement rendues nécessaires par le Brexit. Enfin, après tout, ça crée de l'activité pour les logisticiens. Bien, avant de conclure, il y a des questions, je crois. Alors, il y a une question de James Palmer. Oui, absolument. Une question de James Palmer. Il y a 0 coordination entre la politique écologique et le besoin de se déplacer. Par exemple, 200 € un aller-retour pour Bordeaux en 2e classe, 400 € en première, c'est moins cher de prendre la voiture.
comment coordonner? Alors, d'abord, je pense qu'il y a beaucoup plus de coordination qu'on le croit. Et vous avez beaucoup de chance si vous réussissez à aller en voiture avec les péages et l'essence, surtout au prix actuel, pour 200 € aller-retour. Parce que moi, je dois y aller à Bordeaux, là, et j'ai prévu un budget beaucoup plus important que ça. Déjà parce que ce matin, mon mari est arrivé avec avec plus de 100 € de carburant qui avait été acheté à la première heure. Bon, donc déjà vous avez de la chance avec ces prix. Bon, oui, il y a une coordination à faire encore mieux. C'est vrai que les infrastructures du rail sont telles que ça coûte plus cher. Et il faut faire attention aux signaux qu'on donne. L'augmentation du prix du carburant pour les voitures, elle se traduit par davantage de demandes sur les trains. Du coup, les mécanismes économiques simples, comme il y a plus de demandes, le prix du ticket augmente. Bon. Ce qui est tout à fait logique et normal. La Chambre de commerce, évidemment, ne saurait qu'approuver ce genre de choses, mais on tombe à des limites quand ça aboutit à ce paradoxe de trop augmenter les prix par rapport à ce qu'on souhaite pour le développement du train. Pour le développement du train, on va assez vite arriver, en tout cas en France, la même chose que pour les passagers que ce que je disais pour les marchandises, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, la SNCF, aujourd'hui, demain, ils mettent tous les trains qu'ils ont sur tous les rails qu'ils ont. Enfin voilà, donc on est aux limites des possibilités. Voilà. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, ça fait longtemps que le ministère des Transports fait partie du ministère de l'Environnement. C'est encore le cas ici dans ce gouvernement-ci, puisque Clément Beaune, que je vais voir là juste avant de partir, il a demandé à me voir, on est copains. Il est rattaché en fait au grand ministère de l'écologie. Bon. Et tout va dans le sens, en particulier d'essayer de développer davantage le covoiturage, le vélo et bien sûr le train. Enfin bon, je suis très jalouse à l'idée de pouvoir faire un aller-retour Paris-Bordeaux en voiture à 200 €. Et vous passez par les petites routes, parce que moi je prends l'autoroute, donc c'est peut-être ça qui me fiche dedans, je sais pas. Ah, mais ça dépend juste combien de gens vous êtes, mais voilà. Ouais. C'est vrai. Mais je disais ça pour plaisanter, mais oui. Non, mais il en faudra. réalité des choses, on a supprimé les avions à Bordeaux et on n'a pas ajouté des trains. Vous avez raison. Pour donner un exemple, c'est anecdotique, mais j'étais obligé de monter à Paris de Tours pour pouvoir redescendre à Bordeaux lundi parce que les trains étaient complets. Oh, alors c'est bien pour mon footprint CO2. Mais bref. Vous avez raison. Bon, il faut essayer d'avoir des billets pas chers quand ils se présentent. Il faut saisir les offres, mais on n'est pas sûr des dates. Voilà. Bon, je crois qu'il y a une autre question sur les… Diane, c'est vous qui avez la question. Oui, absolument, mais je m'en veux de la poser parce que je pense qu'une réponse prendrait beaucoup plus de temps que les 2 minutes qui nous restent. Mais très rapidement, parce que vous avez parlé des ZFE dans le rapport que vous avez remis au gouvernement fin 2021. Il y a un contentieux qui vient de s'ouvrir hier dans l'est de la France avec le MEDEF, donc qui a saisi le tribunal administratif pour en fait abroger les dispositions relatives à la mise en place d'une ZFE. Et quelles sont les alternatives simples pour les communes qui décident de mettre en place des ZFE? Que peut-on mettre en place? Péage urbain, autre chose? Alors, les ZFE, donc, ce sont les zones à faible émission qui doivent être mises en place d'ici 2024. Et certaines communes sont parties de manière très de la circulation des véhicules à diesel, qu'il s'agisse des particuliers ou des disques. Et il y a un décalage entre l'ambition de certaines collectivités et la réalité sociale ou technologique. Technologique, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de camion autre que le diesel. Bon, donc comment on fait?
alimenter les magasins et les villes si on interdit le diesel, alors que ça n'existe pas, qu'il n'existe pas de camions autres que cela. On ne va pas envahir les villes. Par exemple, vous voyez, un supermarché, c'est un camion par jour, et pour monter un camion, il faut 10 camionnettes. Donc on peut, voilà. Pour les particuliers, il y a un problème là qui est vraiment social, c'est que les voitures électriques, c'est très très cher. Et les voitures électriques, il y en a très peu d'occasion, alors que la plupart des gens achètent leurs voitures d'occasion. Et il y a très peu de particuliers qui achètent des voitures neuves. Ce sont les entreprises qui achètent des voitures neuves. Bon. Donc il y a un double problème social. Bon, ça veut dire donc on va exclure de la ville pauvre et économique. Comment est-ce qu'on va faire pour manger? Voilà. Et donc, ça va sans doute plus vite que la musique. Alors, certaines collectivités intelligentes s'en sortent en faisant des exceptions. Strasbourg, il y a beaucoup d'exceptions. Là, je parlais avec le maire de Lyon l'autre jour. Par exemple, tous les gens qui alimentent les marchés, les primeurs, etc., il y a des exceptions. Bon, parce que sinon, il y a plus ça à Lyon. Voilà. Mais je suis intéressé parce que vous avez dit c'est une action juridique du MEDEF devant le tribunal administratif, c'est ça? Oui, absolument. C'est sorti hier. C'est donc le MEDEF Alsace et la Fédération nationale des transports routiers. Bien. Bon, en Alsace, d'accord. Oui. Absolument. Oui, et pourtant, la ZFE de Strasbourg n'est pas mal. Mais on va peut-être conclure. Si bien. Anne-Marie, je crois que il faut qu'on réfléchisse la prochaine fois, non plus à 30 minutes avec, mais peut-être 45 minutes avec, ça sera peut-être plus gérable, je ne sais pas, on verra. Mais évidemment, ça dépend de nos interlocuteurs et en ce qui te concerne, on aurait pu prolonger. Mais je crois qu'il est temps de conclure, puisqu'on s'était engagé sur 30 minutes. On va faire 30 minutes en arrêtant la pendule, ce qui est fait. Alors, nous n'avons pas évoqué le transport spatial, comme je disais, mais c'est pour beaucoup plus tard et on se reverra sur ce sujet dans quelques dizaines d'années. Bien. Avec plaisir. Je vais reprendre la parole pour vous remercier. Oui, Françoise, tu peux remercier Anne-Marie. Oui. Je reprends la parole pour d'abord, Madame la Ministre, vous remercier des axes que vous avez essayé de présenter, parce qu'on voit bien que l'enjeu, comme pour beaucoup d'autres secteurs, c'est la transition écologique et qu'il n'y a pas de solution miracle. Que toutes les solutions qui sont abordées ou ne sont pas encore complètement opérationnelles, ou sont même difficiles à mettre en œuvre. On voit bien que le tout électrique dont on a beaucoup parlé à une époque n'est possible si on prend les camions et même les voitures ou les autres engins que sur des petites cylindrées, que sur les gros camions, les gros poids lourds, il faut chercher d'autres solutions, telles que peut-être le gaz, l'hydrogène, mais l'hydrogène est aussi une solution qui est très chère. Je sais que par exemple, et puis dont le prix n'est pas forcément le même d'un pays à l'autre, ce qui rend encore en plus les choses plus complexes. Mais il y a des opérations. Là, on aurait la décarbonation. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est cette approche rail-route. Mais vous apparaissez un peu pessimiste dans la mesure où vous dites déjà le rail est saturé en France et il n'y a pas tellement. Et de toute façon, même si on double l'activité rail, ça ne va pas permettre d'avoir une activité très vertueuse. Ce qui est intéressant, et on n'en parle pas beaucoup, et c'est là que je trouve que c'était tout à fait pertinent et pragmatique, c'est l'utilisation des fleuves et des canaux. Et il y avait beaucoup, à une époque, beaucoup de transport de marchandises dans ce domaine. Alors, c'est plus lent, mais c'est en effet un des secteurs qu'on a peu abordé. Bon, le problème aussi, c'est comme vous le disiez, c'est d'essayer de faire que les gens n'aient pas trop à se déplacer, notamment pour se nourrir.
quand on voit qu'on a développé pendant longtemps des centres commerciaux à l'extérieur des villes où il est nécessaire d'y aller en voiture, de revenir, comme vous le disiez, sur des marchés à l'intérieur des villes, dans des zones qui sont à émissions réduites ou à énergie réduite, est intéressant comme approche pour les municipalités. Voilà un peu. Mais moi, il me semble que dans tous les cas, cela supposera des augmentations de coûts de transport, que ce soit les transports des biens ou les transports des personnes. Je pense qu'on est parti dans ce domaine forcément sur des augmentations, soit dans les investissements, soit dans l'usage. Voilà un peu ma conclusion, on sera peut-être dans un monde plus vertueux, mais plus cher. Mais, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci.